Bonjour, mon nom est Chantal et je suis la libraire bibliothécaire de recherche ici au Canada et nous sommes heureux d'accueillir ce projet de recherche en humanité numérique. C'était présenté au symposium de 2019. Ce sont des processus qui sont développés et un développement continu à travers le réseau de recherche. Nous avons des panels de conférenciers fantastiques aujourd'hui et nous allons avoir des ateliers par la suite. Nous voulons noter dans notre atelier que nous allons partager le cadre de nos études. Donc, le modèle et les outils que nous allons explorer dans les ateliers vont se porter à l'édification de communautés et des meilleures pratiques. Nous présentons le tout de l'Université d'Ottawa. C'est l'institution universitaire bilingue la plus grande au monde. Nous sommes situés au cœur de la ville d'Ottawa, la capitale du Canada, et nous voulons reconnaître la nation algonquine et la population diverse de la région. Oui. Algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de langue l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens de savoir traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. We encourage you to take the time to reflect on the traditional territory. Nous vous encourageons de reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez. Veuillez le partager avec nous dans la fonction clavardage. Une note rapide à propos de la programmation. Vous vous êtes joint à nous pour la plénière. Nous allons avoir les conférenciers, une table ronde, et par la suite, nous allons avoir une pause et nous allons revenir par la suite avec les ateliers, la portion des ateliers. Il va y avoir des sessions en coulisses qui vont être animées par des animateurs. La session doit terminer peu de temps après 16 heures cet après-midi. Nous voulons donner un environnement sécuritaire pour tous les participants et nous voudrions que vous suiviez les consignes suivantes. Je vais les inscrire plus tard dans la zone du clavardage pour que nous les ayons à l'esprit tout au long de la session. Un des buts, celui-ci est orienté vers le futur. Nous voulons développer des outils et un guide. Donc, c'est un mode d'emploi pour la collecte des données et l'analyse des données, des métadonnées, le modèle pour des partenaires qui sont distribués géographiquement à tous azimuts. Nous allons attendre des discussions, les succès, les défis dans vos propres projets. Notre approche sera d'avoir une introduction pour les humanités numériques adoptées par des consortiums divers. Nous allons faire un résumé, le tout dans une ébauche, et vous êtes invités à revenir le 28, la semaine prochaine, pour voir le modèle que nous avons adopté. Nous allons créditer toute personne qui participe à la deuxième session, le réseau national des gestionnaires de données et avec tous les commentaires afférents. Et sans plus attendre, je voudrais présenter nos présentateurs aujourd'hui et nos coordonnateurs pour l'atelier. Elle est une professeure ici à l'Université d'Ottawa. Elle est à la tête du laboratoire des humanités. Elle est VP de la Société canadienne des humanités numériques pour l'Institut estival. Nous avons Michael Proulx
et qui vit à Montréal, un chercheur qui travaille dans la recherche de l'historique de l'art. Il est diplômé de Joseph Armand Bombardier et Jaruzelski dans l'histoire. Il fait de la recherche de la technologie, des archives et l'Internet. Il fait partie de l'équipe qui développe les archives numériques autochtones. Carrie Scherer, elle fait partie du laboratoire de recherche de langue parlée des données publiques. Elle est à la tête de ce mouvement. Elle collabore avec des collègues de l'Université Concordia dans la région de Vancouver dans les années 60 et les autres décennies. Et finalement, nous avons Dr. Matthew Lincoln. Il est l'architecte, il travaille sur l'infrastructure pour des conservateurs pour exprimer les données qui sont liées avec et il a un doctorat de l'Université de Maryland, le Collège des Arts, et il a tenu des positions à la Galerie de l'Art et aussi à la tête d'un programme au sein de cette institution. Et je vais accueillir notre collègue Valerie Taylor et aussi elle fait partie du partenariat co-Scherer. Margaret Mitchell, elle a co-développé des ateliers dans les recherches en humanité numérique et aussi pour les contextes. Elle est à la tête des ateliers à l'Université d'Ottawa et lors de symposiums. Et nous avons également, pour la portion d'aujourd'hui, que vous co-présentez avec Margaret Mitchell, elle est une bibliothécaire à Okanagan sur le projet de données de recherche. Elle est à la tête d'ateliers lors de symposiums. Elle a fait de la recherche en gestion depuis 2015. Merci, bienvenue à tous. Je vais cesser de partager mon écran et je vais céder la parole à Felicity. Merci Chantal et merci pour tous nos conférenciers aujourd'hui avoir préparé cet événement. C'était tout un accomplissement et avec le modèle en ligne et je suis vraiment enthousiasmé de voir tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je vous vois de façon métaphorique. Le thème de ce panel, c'est d'apprendre l'exemple, les succès et les échecs dans la conservation des données. Donc, le contexte important pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que ce panel, nous l'avons ouvert à tous, mais c'est conçu pour complémenter des ateliers qui vont suivre, qui vont se tenir après le panel. Certains se sont enregistrés pour les ateliers, d'autres non. La façon que le panel a été constitué, c'était que ces conférenciers nous donneraient des cas d'espèces alors que nous examinions un flot de données, un outil dans la composante des ateliers. Pour cette raison, on n'a pas de foire aux questions. Cependant, s'il reste du temps à la fin de la session, nous pouvons aller dans cette direction, mais ça n'a pas été conçu d'avoir une foire aux questions parce que cette portion se tient habituellement durant les ateliers. C'est juste pour vous donner un peu plus de contexte. Je voulais dire également, si vous pensez pourquoi est-ce que je ne me suis pas enregistré pour les ateliers, vous seriez peut-être intéressé de regarder l'atelier de gestion des données qui va être offert le 14 juin. Et je vais essayer d'y insérer le lien nécessaire pour y participer et ça va vous amener à l'information de l'événement du 14 juin. Les panélistes que nous avons aujourd'hui, Caris Matthew, Michel et Constant Crompton. Nous allons dans cet ordre plutôt que l'ordre qui était dans la programmation. Sans plus attendre,
Je vais céder la parole et l'écran à Karis. Merci, félicité, et merci à vous, Constance, et à tous ceux qui ont organisé cet événement, Marguerite Mitchell également. C'est bien de voir tellement de participants, 92, c'est excellent. Est-ce que vous pouvez voir mon écran partagé? Je vais parler du travail que nous faisons ici à UBCO. C'est les laboratoires parlés, donc laboratoire parlé ici, et aussi examiner comment nous travaillons avec la numérisation de bandes et parler de leur implication avec les étudiants dans ce processus. Je pense, si je de faire des recherches publiques pour la conservation des données, pour l'archivage des données. C'est une subvention SHRC de 4 ans. Donc, pour le CRSH, à l'Université Concordia est composé d'un consortium de plus de 12 partenaires, des institutions partenaires. Le pivot, ça répond à un défi qui, à travers le Canada, et je pense qu'à travers le monde, il y a une collection de matériaux audio qui sont en bande magnétique ou en cassette, qui n'ont pas été numérisés, qui sont dans des collections, dans des foyers, dans des archives, et ils arrivent à la fin de leur durée de vie, qui est à peu près 50 ans. Donc, le Spoken Web a répondu à ceci, et le pivot, c'est 2 points, c'est la préservation et l'accès. L'idée, c'est d'analyser ces données, les préserver et aussi également les rendre publiques en autant que possible pour l'accès de l'utilisation par les chercheurs et les enseignants, et de le faire d'une façon collaborative et coordonnée, d'une façon interdisciplinaire, des développements historiques et les engagements critiques avec. Et cette approche est des nouvelles formes d'engagement, nouvelles formes historiques d'engagement académique, critique, préservation numérique et l'agrégation des techniques, gestion des actifs, les techniques, les outils pour la recherche, visualiser et d'analyser les engagements et des façons novatrices pour mobiliser les contenus, le contenu numérique parlé et les enregistrements pédagogiques et les contextes publics. Il y a tout un ordre. UBC, on a fait ça en dehors de l'ordre habituel, et je vais l'expliquer, et je vais parler des pour et des contre, et je suis intéressé d'entendre, je sais que certains de ces chiffres, je pense que elle peut peut-être parler comment d'autres institutions de partenariat vont à travers l'ordre des choses, si vous voulez. Le laboratoire de MPC, c'était fondé par Constance Compton. J'ai été la directrice en 2017. C'est devenu le AmpLab Audio Média, et donc, ça appuie 5 piliers de 5 chercheurs à travers 2 facultés et une douzaine de systèmes. Donc, Spoken Web est le projet majeur au sein du laboratoire. Et dans le laboratoire à UBC Okanagan, nous avons une collection de bandes audio. Il y a une symétrie, si vous voulez,
où chaque partenaire, chaque institution a une collection et il y a deux co-applicants et les bibliothécaires et l'autre c'est avec des universitaires et il y a cette composition dans le partenariat. Nous avons la plus petite collection de toutes, 166 bandes. C'est probablement la plus petite collection, mais ça veut dire qu'on était capable de tout l'analyser et la transférer. Je pense que d'autres institutions ont des milliers d'enregistrements. Nous avons été capables de travailler à une vitesse différente et un ordre différent. Chaque institution a un processus qui lui est propre. Notre collection est difficile. Elle est petite, mais difficile. Je dirais que c'est venu à travers des dons d'individus, des écrivains. Dans certains cas, un écrivain, un collègue qui est arrivé et j'ai dit, j'aimerais amorcer une archive des enregistrements de poésie. Elle a dit, j'ai une boîte dans mon sous-sol et elle a amené une boîte d'enregistrement et ça a été le fondement de la collection. Les artefacts sont amateurs en contraste avec des séries universitaires qui ont un appui logistique ou étiqueté Margaret Atwood, 1974, 1er juin, enregistré en direct, où il y a toutes sortes des métadonnées sur l'objet, où il y a une fiche analytique. Nous avons des enregistrements maison qui ont été faits par des poètes dans leur salon avec d'autres poètes. Ils sont de type conversationnel. Il y a des enregistrements où un prof amène cet appareil pour faire des enregistrements. Il y a des considérations. C'est différent d'une série de poésie disséminée dans un milieu universitaire. Et je vais parler de comment ça a été développé à travers ce partenariat. Au tout début, Spoken Web a développé un schéma pour cerner les besoins des trois types d'objets à archiver et ce faisant, ils ont puisé à même les connaissances des bibliothécaires, des archivistes et des chercheurs. Donc, il y en a plus encore que les champs de métadonnées que vous voulez à droite, production de genre, de titre, de série, de langue, de contexte de production, responsabilité, date, emplacement, pour une lecture de poésie, les métadonnées qui identifient les producteurs, l'hôte, l'université, les conférenciers, les poètes, l'animateur, la date de la prestation et toute cette information serait là qui serait disponible pour le public. Ce que je veux mettre l'accent, c'est que de ma perspective, donc la série universitaire, c'était plus facile à créer une métadonnée, mais dans notre cas où c'était des conversations non scriptées, informelles, dans des salons, avec de nombreux interlocuteurs, les gens ne s'identifient pas nécessairement se nommer, c'était plutôt limité au niveau des métadonnées. Ceci. Qu'est-ce que ceci? Ça vient de George Valery. Ce sont des enregistrements amateurs. Ils ont celui-ci. Donc, Warren, Roy, Moon, etc. Voilà, c'est le titre. On a un autre qui s'appelle La côte ouest, West and Gladys.
Bob Collage Daphne. Vous savez, c'était vraiment important pour nous, le flot de continuer d'apposer les métadonnées. L'équipe qui inclut 6 étudiants, on ne peut pas remplir tous les champs parce qu'on n'a pas la moindre idée qui est Moon. Nous avons fait les choses, nous avons abandonné l'ordre, on a dû transcrire, numériser et être capable d'identifier Moon. Finalement, Moon, c'est la Lune. C'est un de mes enregistrements préférés. C'est Warren Allman, Roy Kioka, Roy Thomas, le professeur qui a enseigné à UBC entre 1956 et 1987. Roy Kioka, il fait partie de la communauté littéraire. Ils étaient à la maison de l'un d'eux à Montréal. Ils écoutaient la télé. Ils écoutaient l'alunissage en 1969. On a passé beaucoup de temps à se demander quel poète dont le nom de famille est Moon. Ils s'enregistraient eux-mêmes ayant une conversation qui prenait toutes sortes de tangentes, mais la toile de fond était l'alunissage en 1969. Nous avons dû numériser et ça nous a donné l'opportunité de former les étudiants. Cette numérisation maison, nous avons opté pour prendre l'opportunité de travailler avec des collègues à l'Université d'Exeter pour produire des modules qui captureraient le flot. Nous avons dû nous l'enseigner nous-mêmes et nous développions et nous la capturions en même temps. Pour ce faire, nous avons un groupe de Vancouver qui était venu faire. Nous avons appris beaucoup. On a commencé à réfléchir au module et avec l'Université d'Exeter, des étudiants de premier niveau ont travaillé sur le module et la numérisation. On a commencé à produire ce module de formation qui pourrait former d'autres étudiants du premier cycle. Et ce que vous voyez, c'était conçu par un étudiant de la maîtrise ici dans les humanités numérisées. Donc, c'est difficile. C'est accessible aux étudiants d'Exeter et UBC et c'est rendu disponible parce qu'il y a un intérêt des bibliothécaires dans les bibliothèques publiques pour obtenir cette formation, pour numériser. Donc, c'est fait à la maison, mais disponible public et je peux vous envoyer le lien. Le module couvre l'introduction, l'historique des bandes magnétiques, le flot de travail, comment accéder à la condition et la préparation et préparer la bobine et la numérisation. Bon, je vais continuer. Nous avons commencé à numériser la collection et donc il fallait penser un petit peu comment on pouvait faire la recherche et la création. Donc il y avait la question du flux de travail aussi une fois qu'on avait numérisé le matériel. Nous avons toujours impliqué les étudiants dans le labo AMP. C'était du côté de la recherche, mais aussi de l'autre côté. Et il n'y avait personne qui était juste dans la capacité technique. Il faisait également de la recherche. Et donc, bon, on pense que ce sont des conservateurs étudiants.
il s'occupe des archives, quelque chose qu'il trouve particulièrement intéressant. Et donc, on essaye de trouver des occasions pour eux pour qu'ils fassent du travail de recherche et de création. Donc, je vais vous montrer certains des exemples de cette sorte de travail. Ce sont des étudiants qui étaient impliqués dans la numérisation de la collection, mais la deuxième partie de leur travail, c'est de faire de la recherche-création. Vous allez voir la photo, c'est David Mallory Mitchell en 2019, au mois de mars. Ça a été rendu public grâce à la création-recherche. Donc, nous faisons des ateliers avec des experts qui servent d'animateurs et ensuite nous passons aux étudiants et à leur travail. Donc, je vais vous montrer le travail sur les films, les balados, etc. Donc, l'exposition Sandbox, c'est un travail de 2019 où Evan Berg a été le directeur de ce projet. Donc, on a enregistré un extrait vidéo. Bon, bien sûr, les permissions, c'est une des choses les plus importantes. Ça, c'était un enregistrement de Warren Thoman qui parlait de la traversée sur le ferry. Et donc, on a travaillé avec les héritiers. Evan Berg a produit une très bonne vidéo. C'était un étudiant BFA et il a fait une installation de 3 jours sur le campus de UBC à Vancouver. Donc, vous pouvez le voir également. Nous avons invité Anna McGregor pour faire un atelier sur le balado UBC. Elle vient de l'université Simon Fraser et elle s'intéresse au balado. Et donc, dans cet atelier, on a pris pas mal de temps à parler du travail d'élaboration de ces balados. Et donc, ça fait partie des données de recherche qui seront rendues publiques. Donc, Sandbox Signals, c'est un balado. C'est assez simple en fait. Ce sont des clips qui sont organisés. Ensuite, on génère une conversation qui en découle avec le conservateur et 2 invités spéciaux qui se joignent à lui ou à elle. Bon, nous faisons tout ceci, tout le travail sur le balado, donc c'est bien pour ceux qui font partie du grand public et qui ne sont pas très familiers avec l'artiste ou ce genre de produit. Mais bien sûr, nous signalons quelles sont les ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. Ensuite, ça c'est un autre exemple des épisodes où on a sélectionné une cassette. C'était Sharon Thiessen de 86. On l'a invitée à revenir. C'est elle qui a pu commenter son propre clip et sa propre cassette. Ensuite, il y a eu Sharon Thiessen. Et donc, nous avons construit ce balado avec la conservatrice et les 2 invités. Et il y avait également la coproductrice. Et puis, finalement, le dernier exemple dont je veux vous parler, c'est un nouveau projet qui implique Marjorie Mitchell et un étudiant en doctorat. C'est un projet de recherche et création. Ça s'appelle rendre les données de recherche publiques grâce à une installation ou à une exposition. Donc, nous faisons ceci, nous faisons ce genre d'exposition, d'installation, lorsqu'on ne peut pas faire, on peut pas faire rejouer l'enregistrement.
Awen Allenbavi travaille avec un poème de Madame Marlatt et on imprime la première section du poème. Donc c'est le prototype que vous avez ici. Donc on a une photo et le son qui est imprimé. Et puis finalement, tout le travail de recherche-création va être mis dans le site web de la collection Soundbox. Ça, c'en est tout au début. Ça démontre qui sont les écrivains et également les clips qui seront mis. Les enregistrements que nous avons qui sont autorisés. Bon, j'espère que ça pourra être téléchargeable. Comme ceci, les artistes, les profs, les écrivains pourront travailler avec. Voilà, merci beaucoup. Merci, Caris. Merci de nous avoir donné une idée d'ensemble des activités de Lamp Lab. J'ai bien aimé que vous vous concentriez sur les activités des étudiants et de souligner également tout le travail que ça prend pour avoir ce genre de grands projets. Comment est-ce qu'on peut faire le côté technique, mais également le côté de l'espace aussi. Je vais passer la parole à Matthew. Je crois que nous allons encore entendre parler de ce projet de données. Alors voilà, je vais partager ma présentation. Voilà, est-ce que vous pouvez tous le voir? Oui, il y a vos notes aussi? Bon, alors on va faire ça. Voilà, voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Merci beaucoup de m'avoir présenté et d'avoir démarré. Donc, je vais commencer avec quelques petites remarques sur la question de la main-d'œuvre dans ce domaine et bon, quelle est la complexité qui en découle. Lorsque je dis complexité des données, ce que je veux dire, c'est quels sont les genres de connaissances que nous avons. Bon, ce qui est incertain, approximatif, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans l'idée que nous avons des données. Alors, tout ce qui ne correspond pas à ce modèle. Et le contexte de ceci, ça a commencé il y a 6 ans, lorsque j'étais encore étudiant au doctorat. Je suis allée à une conférence qui arrive aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et donc, il y avait quelqu'un de UCLA qui nous donnait une conférence. Et on parlait justement de ces sciences humaines numériques. Et donc là, je vous encouragerai à aller voir ce que c'est que ce lien que j'ai inclus. Ce sont des modèles qui n'approchent pas les attributs ou les identités, la race, etc. de la même manière. C'est une perspective située. Et ça peut être basé sur le temps, l'espace mais son point, c'était que lorsqu'on pense à ceci, peut-être que c'est plus logique de décrire la race non pas comme un point dans les données, mais c'est plutôt le produit de relations de pouvoir. Donc c'est imaginaire, mais ça constitue également notre réalité. Donc quelles sont les fonctions qu'on pourrait définir pour le présenter? À ce moment-là, j'étudiais l'histoire de l'art et je pensais au modèle de données. Et ça m'a donné un incitatif pour mieux comprendre ces processus. Et ça, c'était un des points clés où j'ai commencé à changer, à passer de l'histoire de l'art et je me suis intéressée à l'architecture des données.
Il y a des manières de programmer ces concepts dans un ordinateur et ça va au-delà des restrictions arbitraires des feuilles de calcul habituelles. Et donc voilà, dans la décision d'ajouter plus de nuances, plus de complexité aux données, il y a également la décision d'investir dans la main-d'œuvre à de nombreux niveaux. Et je ne dis pas ceci pour dissuader les gens de cette complexité, parce que c'est très intéressant. Mais bon, il y a des praticiens expérimentés qui ne font pas assez attention à la main-d'œuvre. Je sais que vous connaissez tout ce qui est la vérification, les rapports, l'entrée de données, et vous pensez que ce travail peut être distribué de manière équitable ou non. Ici, ce que je vous montre, ce sont des opératrices de cartes perforées. C'était la féminisation du travail d'entrée de données. Ça a été publié dans Terrace et Nahan. Donc il y a différentes sortes de travail qui sont impliqués dans ce genre de données. Bien sûr, il y a la création, la documentation, les processus et les logiques. Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on entre ces données plus complexes? Lorsqu'on ajoute des complexités, bien sûr, ça va découler sur tous les membres de l'équipe. Alors, bon, il y a également le travail de mise en œuvre, la question des bases de données, des sites web, mettre ceci dans des logiciels de recherche, comme on l'a publié. Donc, il y a également la décision des chercheurs sur ce qu'ils veulent étudier. La complexité est là pour les chercheurs aussi, parce que pour analyser ces résultats, poser des questions, plus les données sont complexes, plus c'est difficile. Il faut rédiger plus de code, cliquer plus de fois, il faut utiliser d'autres tableaux, etc. Et puis finalement, ce qui est vraiment important pour cet atelier, c'est que vous demandez beaucoup plus de travail de votre grand public lorsque vous publiez des données qui sont beaucoup plus complexes. C'est plus de travail pour que les gens essayent de comprendre et d'utiliser ces données. L'étude de cas dont je voudrais parler, c'était une méta-étude, c'était l'index des sciences humaines numériques. C'était des conférences. C'est quelqu'un qui était à Carnegie Mellon, qui est maintenant à l'université de Notre-Dame. Et ça a été codé et construit par moi. Cet index, c'est pour rassembler toute une base de données sur les présentations lors de conférences, et ça revient au tout début, dans les années 60 et 70. Nous avons lancé ceci à l'automne 2020, mais bon, c'est encore quelque chose sur lequel nous travaillons. Bon, il y a des données qui ont été ajoutées. Et pour vous donner une idée, je vous ai mis le nombre de pages. Il y a encore des choses qui n'ont pas été incluses. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est juste un petit élément du système pour vous montrer quelle est la complexité. Un des objectifs, c'est qu'on voulait relier les documents qui avaient été rédigés par le même auteur et leurs établissements. Et donc, quels étaient les discours à travers les conséquences, les conférences, pardon, et les autres événements. Et on voulait quand même maintenir les noms, les établissements auxquels ils appartenaient, les abstraits qu'ils avaient faits. Et donc, on voulait tout remettre dans les sources. Ici, vous voyez un panel de 2019 à la conférence Kingston. Et donc,
à un moment donné, le présentateur était à l'université de Virginie. Mais si vous regardez le lien pour le docteur Wang, vous voyez qu'il y a toute la liste des noms et des affiliations qu'elle a données pour ces différents travaux. Donc, plutôt que de tout normaliser, nous les avons gardés telles quelles lorsque les présentations ont été faites, tout en mentionnant que c'était par le même auteur. Et puis ensuite, bon, on peut cliquer, voir bon, d'où cette information provenait. Ceci vous présente la complexité de ce site web. Vous voyez la page web de la personne et là, donc il y a plus de petites boîtes, il y a plus d'hyperliens et ça a l'air encore plus complexe que ce que vous auriez pensé. Mais donc, cette complexité a un impact direct sur le travail d'entrée de données pour notre équipe de projet. Il y a la formation pour nous, mais aussi pour les étudiants qui participaient au projet et également voir quels pouvaient être les problèmes. Alors, de mon côté, il a fallu que je personnalise certains éléments. Il y a des choses qu'on ne voit pas en tant que grand public, mais les étudiants et les chercheurs qui entraient les données ont beaucoup travaillé pour que ça soit utilisable de manière efficace. Donc, c'est le travail qui est fait en amont. Il y a également la question de la technologie, voire les bases de données, les applications. Quelquefois, les affiliations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des choses qui sont devinées par rapport à quand ça a été présenté dans le temps. Donc, vous voyez ici un diagramme. Donc, pour l'auteur ici, Jane Doe, qui a un numéro d'identité, ils ne sont pas reliés à l'appellation Jane Doe, mais ils sont reliés au nom par l'auteur, travail, une conférence, ensuite il y a un nom, il y a l'établissement aussi. Donc c'est ça ce qui doit arriver dans la base de données pour nous donner cette vue complexe des données que nous incluons dans l'index. Et ça, pour ça que je ne pouvais pas faire des demandes directes. Nous avons SQL, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des bases de données. Donc, si on fait une entrée très simple comme ça ne fonctionne. Donc, il y a besoin de plus de programmation, d'avoir plus de lignes. Et bon, comme ceci, on aura la personne, l'auteur, l'appellation. Ensuite, il y a beaucoup de temps nécessaire pour le code, pour vérifier le code, les différents changements. Et ce que je voudrais répéter ici, si on ajoute toute cette complexité, ce n'est pas mauvais en soi, en fait, parce que moi, j'avais suffisamment de temps pour explorer les options et parce que j'avais l'autorité aussi pour le faire. Je pouvais faire des recommandations et faire en sorte qu'elles soient respectées. Donc, c'était vraiment très intéressant et pour moi. Mais nous avons eu donc cette collaboration de très près avec les étudiants et les chercheurs, etc. Donc, moi, j'aurais fini par être séparée du projet si je ne l'avais pas fait. Mais ce qui est très important aussi, comme je l'ai dit, lorsqu'on crée des données plus complexes, ça crée plus de travail pour le grand public aussi. Donc, à droite de l'écran, vous voyez cette page web très très longue qui documente toutes les données qui sont incluses dans la base de données. Et donc, vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Ces documents font plusieurs pages et ça crée un obstacle pour ceux qui veulent utiliser les données. Ils ont besoin de plus de temps pour comprendre comment ça a été fait, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on a fait ceci. Donc, il y a beaucoup plus d'exigences pour notre public également. J'espère que dans le sous-texte de cet exemple, vous allez voir qu'il y a plus de travail de fait. Lorsque c'était structuré, bon, ça faisait qu'on avait un produit plus nuancé,
mais aussi c'était une bonne expérience pour l'équipe de projet et également pour notre grand public aussi. Oui, ce sont des données plus complexes, ça prend plus de temps pour que les données soient incluses, mais les étudiants qui travaillaient au projet n'étaient pas vraiment payés pour entrer des données. Ils étaient payés et obtenaient de l'expérience dans ce domaine. Il y avait des capacités différentes qui étaient impliquées. Il a fallu qu'on passe plus de temps à la planification. Bon, on faisait des révisions aussi. Mais bien sûr, nous avons eu la possibilité d'avoir de la pensée critique sur ce travail. Et donc, ça nous a permis de nous concentrer sur les objectifs ultimes. Bien sûr, il y avait beaucoup de temps du point de vue technologique, mais également du côté de la recherche pour analyser les données après coup. Mais bien sûr, nous avons un engagement beaucoup plus riche entre les technologues, les historiens, qui sont des collaborateurs et pas simplement un rapport client-service. Et bien sûr, les données sont moins faciles à être réutilisées. Alors, nous espérons qu'avec un récit ajouté, que les gens vont pouvoir commencer à réutiliser les données. Ils vont dire, bon, ils vont porter plus attention aux explications et également au public. Donc voilà, c'est mon étude de cas. Veuillez garder ces éléments à l'esprit. J'ai inclus une liste de références dont j'ai parlé durant ma présentation, mais il y a également d'autres sujets comme le modeling des données, etc. Vous pouvez me poser des questions sur Twitter ou durant la conférence ou les ateliers. Merci. Merci beaucoup de nous avoir permis de comprendre le travail impliqué dans la création de ces données complexes. Et de moi. Oui, merci, Connie. Il y a un petit retard, donc on va commencer à visionner la vidéo. Nous allons parler du projet de libération lesbien et gay et également des réussites et des succès et des choses qui ont moins réussi. Donc, je vais parler de l'historique de la circulation, de comment on pense à notre propre distribution et comment ceci ne fait pas partie de la préservation et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va préserver nos données également. Donc ici, ce projet, ça a été fait par Don McLeod et son travail, ce sont plusieurs volumes d'événements, de ce qui s'est passé à la bonne date et également où est-ce que le matériel a été créé. Donc, nous montrons comment cette approche a été entreprise en 2010 et donc la question des bases de données, comment on pouvait travailler avec le texte. Et bien sûr, nous avons eu la permission. Son travail fait partie d'une longue histoire de militants queer qui ont gardé beaucoup d'événements dans leurs archives. Ça a commencé dans les années 90 et bon, donc il y a une longue histoire de militantisme queer qui parle de ces listes de textes et d'événements qui veulent communiquer aux générations futures que la vie des lesbiennes et des gays est quelque chose de très important. Donc on voit le travail de Janet Howard Foster qui écrivait à propos des femmes et des lesbiennes dans la littérature. Il y avait Barbara Greer et Marion Zimmer Bradley. Donc vous voyez à quoi ça ressemble.
Et également, nous avons le travail des années 70. Ce sont des bibliographies de bibliographies. Et, et ça nous montre l'histoire des lesbiennes dans l'histoire. Et c'est vraiment intéressant parce que ça changeait les manques et les privations et ça devenait de la une abondance culturelle. Donc le projet nous a permis de changer du texte au fil TEI XML. Et donc, lorsque ceci avait été créé, c'était sur des cartes et ils ne savaient pas combien d'événements il y avait, combien de gens il y avait. Et on ne pouvait pas vraiment réconcilier le nom des gens avec leur nom d'acteur. Et donc, nous en avions à peu près 3100 événements et donc des milliers de personnes. Vous voyez à la droite certaines de nos notes. Ça faisait partie de notre stratégie de conservation. Les dossiers légers sont agnostiques. C'est très lisible. On pouvait les imprimer sur des microfiches et on pouvait les enterrer, espérer qu'ils seraient là dans 500 ans. Mais nous avons choisi un format qui va être lisible. Lorsqu'on a commencé le projet en 2011, Michel et moi, d'un compte Dropbox à l'époque, on n'avait pas prévu ce qu'allait devenir. Donc, durant les années, entre-temps, beaucoup de l'effort du projet a été dédié à bâtir autour le texte de Dawn en 2014. Nous avons eu du financement de CRSH. Nous avons, pour faire du travail de recherche et en archives, et nous avons commencé avec les 100 événements, 34 000 dossiers à propos des gens, des revues, les endroits, tous énumérés dans ce texte, tout ceci venant de sources d'archives. Nous avons converti en différents formats pour être capable de compter, être capable de créer des graphiques, des tableaux qu'on pourrait avoir besoin, mais aussi d'essayer de puiser, de faire en sorte que l'historique queer soit plus disponible et aussi les technologies afin de présenter un WebEx pour que les gens puissent visiter lglc.ca et qu'ils puissent y inscrire leurs propres historiques. Donc, la libération s'est faite partout. C'est pas juste un phénomène urbain, mais plutôt quelque chose qui est arrivé de façon plus large. Et le développement et la production, ça a été aidé par le laboratoire, la bibliothèque de Ryerson. Et les clés dans le CSVS, nous avons commencé à réfléchir à convertir nos projets à des projets avec lien, ce que Pierre Elliott Trudeau faisait durant les années 60-70, Margaret Atwood à l'époque, c'est un militantisme qui pouvait permettre du travail productif dans d'autres sphères politiques et littéraires. Nous avons eu des plans de préservation et dans le projet en 2011 avec la Société canadienne des humanités numériques et nous bâtissons cet héritage de recherche. Ce serait quelque bien pour vos technologies d'information si vous voulez vous joindre
Et on a travaillé avec eux sur des questions, des interfaces, mais comment représenter la personne numériquement et de penser à des questions plus amples. Donc, c'était toutes les données devaient être chapeautées par la bibliothèque de l'université. Maintenant qu'il y a donc des répertoires nationaux comme Portage, comment nous contribuons nos données. Nos données, on arrive à des jalons où nous devons préserver ce matériel. Donc, si les gens trouvent des mentions d'eux-mêmes, nous avons une façon de faire en sorte on ne veut pas engager les gens. On a eu une requête pour éliminer du contenu à la demande d'une personne qui était mentionnée dans le répertoire. Donc, c'est pas censé pour partage des clés qui décrivent ce qui arrive dans nos séries de données qui nous sommes attachés. C'est historique de circuler l'information, la littérature et de l'information et ces bibliographies qui existent et nous pensons que Linkdata peut nous donner un coup de pouce à ce niveau. Nous travaillons avec 2 projets LinkedIn, NanoHistory et par Matt Miller et Links par Susan Brown, où il s'agit de créer des façons de relier des séries de données disparates et d'établir des liens. Notre espoir, c'est que la circulation elle-même, c'est une préservation, une technique de préservation acceptée dans le sens historique. Nous savons que c'est possible de vivre de toutes ces façons qui ne seraient même plus possibles parce qu'on sait que l'histoire, le travail qui a été fait, ce à quoi on met aussi savoir que la circulation n'est pas la même chose que la préservation des données. On ne pense pas comment contribuer nos données, pas comme portage, mais en contribuant de lien avec l'équipe sur la préservation et des stratégies pour la restauration, comment préserver des données canadiennes qui fait partie de nos étapes futures. J'ai hâte à la fois aux questions, mais nous allons tous faire partie dans l'atelier de demain ensemble. Merci de votre écoute. Merci Félicité, merci Chantal. Et je vais compter sur vous pour me dire si ma connexion est instable. La genèse de ce projet, l'archive d'art numérique autochtone, qui est venue d'une relation avec l'artiste Ganogagi, sur lequel j'ai fait des recherches dans mon doctorat. Scalanati, nous avons travaillé étroitement, en grande partie parce que ce domaine, l'art autochtone numérique, est tellement mal archivé. On a commencé à réfléchir comment travailler à cette intersection de médias numériques et de contenu autochtone. Pour cette raison, Skanewaty et ses collaborateurs, Jason Edward Lewis, m'ont amené dans leur monde fascinant comme un académicien non autochtone pour travailler au sein de l'initiative pour des futurs autochtones avec l'apport de CRSH, incluant un mandat à développer de la recherche d'archives. C'est un projet que je vais partager avec vous et je vais vous dire comment nous avons commencé à penser à la gestion
de nos actifs, notre projet est au tout début, mais les dernières années, c'est un véhicule fantastique pour réfléchir à certaines stratégies de préservation d'accès des travaux d'art faits par des artistes autochtones. C'est une plateforme pour la consultation, d'amener la voix de d'autres qui ont pensé. Je vais vous relayer certains points saillants, faits saillants de ces conversations. L'archive est bâtie une richesse de matériel physique et numérique produit par ces deux personnes, par leur propre pratique d'artiste, mais aussi avec des conservateurs. L'archive représente des douzaines et des douzaines d'artistes qui travaillent dans les médias numériques. C'est vraiment un trésor, c'est une ressource incommensurable que nous voulons ouvrir à l'accès. L'archive mesure à peu près 15 pieds de long physique. Nous avons je ne sais combien de téradonnées et ça représente beaucoup de médias, de vidéos, de réalité virtuelle, des jeux vidéo et le monde en ligne et aussi du matériel descriptif également. Et il y a des éléments d'histoire sociale de projets sociaux qui sont sortis de collaboration d'éducation, de projets issus de la communauté. Nous avons, je crois, la meilleure collection de matériel qui représente l'art contemporain autochtone au Canada, mais peut-être sur le plan international. Donc, les membres d'Indigenous Futures ont déjà commencé des discussions avant que j'arrive, mais notre projet formalisé avec le conservateur Sarah Englund de faire du travail de conservation avec Jason Scarnati pour la rétrospective à la galerie Ellen Art. Vous voyez quelques illustrés qui montrent le genre de médias utilisés, des écrans tactiles, mais aussi toute une panoplie de collaborateurs. Beaucoup d'artistes sont représentés ici et comme composante de cette exposition du matériel d'archives et aussi ceux qui sont ici, Scarnati n'a jamais rien jeté pour cette exhibition. Nous avons recueilli du matériel qui, sur 20 ans, avait été colligé de divers articles. C'était dans cet espace que nous avons partagé une version de Cyber Powwow. C'est une plateforme importante, 24 artistes, des écrivains, des conservateurs qui étaient des personnages proéminents des projets qui allaient de 1997 à 2018. Alors, et le projet est ressorti d'un contexte politique de militantisme et de résurgence autochtone dans les années 90. À côté du matériel archivé, on peut s'asseoir et interrelié avec les médias. C'est ce qu'on voit à la gauche en haut. Et aussi un équilibre c'était sur un Macintosh, sur un vieux logiciel qui fonctionnait avec Windows XP, qui travaillait sur un iMac d'il y a quelques 20 ans. Nous avons utilisé ce nouveau média en établissant un historique dans le déploiement des archives qui démontrait l'activité politique et sociale sur laquelle nous travaillons. Et chaque powwow a fait son impact à travers la partie physique, les relations qui se sont manifestées en ligne et hors ligne avec des audiences qui utilisaient ce média pour la première fois. Our archival ambitions. Donc, nous voulons documenter aussi les processus sociaux, mais en même temps, on voulait rendre disponibles les objets médias. Et donc, je montre des études de cas
dans cette archive qui proviennent de cette exposition et on pensait donc comment certains processus d'archives peuvent mieux représenter l'art autochtone. Et donc, nous avons fait ces expériences. Il y a également de la consultation. Je voudrais souligner aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a vraiment besoin de meilleures archives afin qu'elles soient décolonisées. Et donc, il y a la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il y a la Commission canadienne également de réconciliation. Et donc, il y a la question de la consultation, de la réconciliation. Et on s'éloigne des anciennes traditions d'extraction et d'appropriation. Comme certains d'entre vous le savent déjà, il y a plusieurs grosses initiatives qui vont répondre à ce genre de considération. Il y a des associations de bibliothécaires autochtones et d'autres petites archives, d'autres petites bibliothèques qui font du travail important dans leur pratique de données. Ceci fait partie de la communauté avec laquelle nous voulons nous impliquer. Les gens qui pensent à garder ces principes des Premières Nations au Cap. Et donc, on donne le pouvoir aux peuples autochtones de savoir comment les données les concernant peuvent être gérées. En même moment, il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné avec du contenu particulier. Ici, c'est un projet qui a été fait en Australie avec des peuples autochtones. Et donc, on montre comment les actifs numériques peuvent être utilisés pour les archives et pour que ça corresponde au protocole autochtone particulier. Ici, les objets d'archives concernent qui vous êtes, qui vous connaissez, quelle est votre relation envers l'objet. Et tout ceci va dicter comment vous pouvez avoir accès à ces éléments. Et donc, il y a aussi un espace pour partager des histoires et partager avec un membre de la famille. Il y a également des restrictions pour les autres utilisateurs. Il y a d'autres archives qui ont d'autres besoins spécifiques. Je sais qu'il y a GRASAC, c'est l'Alliance des Grands Lacs pour l'étude de la culture autochtone. Et donc, c'est très différent du protocole Wamambu, mais vous voyez que il y a des initiatives semblables comme Caris l'a mentionné. Il y a un groupe de numérisation en Colombie-Britannique qui a élaboré des outils pour gérer les informations au niveau local. Et donc, il y a la question de l'art contemporain par des artistes vivants. Il n'y a pas d'objet sacré en tant que tel, mais il y a des objets qui sont reliés aux connaissances traditionnelles. Donc, nous avons différents besoins avec ces exemples. Donc, voici certaines des initiatives avec lesquelles nous travaillons alors que nous sommes en train d'élaborer notre propre plateforme. Alors, pour les différentes perspectives, alors nous avons été les hôtes d'un rassemblement au printemps 2019 et ici, c'est la conférence principale. Il y a Camille Callison, Dragon Espanchild et Sherry Farrell Rassett. C'est une historienne de l'art métis. Et donc, nous avons parlé de leurs préoccupations et nous avons donc fait une table ronde de 20 érudits, artistes, militants
qui ont fait une consultation pour les archives de l'art numérique autochtone. Et donc, nous avons eu un rapport qui va détailler les processus. En tant que groupe, nous avons décidé que les archives numériques autochtones sont indispensables et nous reconnaissons que les archives en général sous-représentent les artistes autochtones. D'habitude, on parle simplement du contexte social, de ce genre de choses. Donc, ces archives vont venir miner la culture autochtone. Donc, il faut avoir des archives adéquates, même si nous avons encore des préoccupations concernant l'accessibilité. Le groupe a noté que ça devrait être mené par des autochtones, des gens, des organisations. Lorsqu'on est un partenaire non autochtone, il faut établir la confiance et gagner le respect. Je vais passer cette diapo parce que, bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, nous sommes en train d'imaginer comment des outils souples pourraient être érigés à travers la consultation. Et donc, nous imaginons quelques structures qui vont pouvoir traiter les dossiers d'origine du cyber-power. Mais ceci mieux représentera l'importance de ces travaux dans le contexte de l'autodétermination. Alors, qu'est-ce qu'un cycle de vie pourrait être dans la perspective d'un autochtone, et comment ça peut affecter les partenaires communautaires si on permettait à d'autres personnes de participer aux archives. Donc ça, c'est la question. Quelle sorte d'archives pourrait avoir des implications sociales lorsqu'on ne s'intéresse pas seulement à l'entreposage des archives, mais comment est-ce qu'on peut introduire également des processus de production de connaissances. J'espère que vous avez tout entendu. Merci de m'avoir entendu et écouté. Je vais en terminer ici.